soir en direct, 3 experts sont avec nous en plateau, ou presque. On est ravis d'accueillir Wilfried Galland. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Fabrice. Directeur stratégiste chez Montpensier Arbevel. Et également Exactement. directeur général adjoint. Monsieur le directeur général adjoint, bonsoir. On va Merci parler infiniment. des taux, on va parler des US, peut-être déjà en récession, et puis savoir, vous me direz, si les banques centrales ont encore les clés du camion. On va parler un peu de tout. Bon, très bien. À vos côtés, Damien Charlet. Bonsoir Damien. Bonsoir Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Et avec vous, une grande question. Alors, après 6 ou 7 ans de disette, est-ce que c'est la remontada annoncée pour les small et mid cap? Ça frémit. On le saura dans un instant. À distance, Vincent Lecartier est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir Fabrice. Gérant senior responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Bonsoir à vous. Alors, on va démarrer tout de suite en plateau avec cette nouvelle. Alors, cette fois, le président de la République n'a pas mis des mois. Ah non, c'était rapide. Il n'y avait pas l'excuse des Jeux Olympiques pour décider. Ouais. Donc, Sébastien Lecornu, nommé hier soir Premier ministre. Ouais. Ça a été vite. Déjà, est-ce que ça lève une incertitude? Parce qu'on avait peur peut-être qu'il y ait ce flou artistique de nouveau du côté des marchés. Clairement, enfin, il y a énormément, évidemment, énormément d'interrogations, bien sûr, puisque le contexte politique, l'architecture politique de l'Assemblée, les équilibres restent les mêmes. Donc, on sait que ça va forcément être extrêmement compliqué pour le budget. Néanmoins, on avait effectivement une petite crainte, compte tenu du passé d'Emmanuel Macron, que le maître des horloges prenne véritablement beaucoup de temps et qu'on laisse un peu le flou s'installer, cette espèce d'écran de fumée qui commençait à envahir le paysage économique. Rien n'est évidemment totalement réglé, mais au minimum, on a une indication. Nommer Sébastien Lecornu, c'est clairement au minimum se situer dans une tonalité. Après, on verra comment est-ce qu'il va jouer sa partition, mais en tout cas, c'est une tonalité qui est relativement similaire à ce qu'on a connu avant. Donc ça, c'est capable, je pense, de rassurer un certain nombre de milieux économiques. On ne va pas vers l'aventurisme qu'on aurait pu avoir si on avait eu un changement total. On parlait effectivement de nommer un Premier ministre issu du Parti socialiste. Ça n'est pas le cas. Maintenant, effectivement, il va falloir que les décisions concrètes arrivent. On sait qu'on a une certaine instabilité sociale aussi en France. Donc ça rend les choses un peu plus difficiles. Et surtout, il va falloir gérer les équilibres politiques. Ils restent les mêmes. Et les équilibres économiques ne vont peut-être pas attendre que les équilibres politiques suivent. Donc voilà. Il n'y ait pas de censure de ce nouveau gouvernement. Et qu'il n'y ait pas de censure. On est de nouveau dans le fameux accord de non-censure. Voilà, on va attendre de voir ce que va donner cet accord de non-censure. Baby Macron, le moine soldat. Voilà, on a un peu tous les capitaux qui pour le nouveau Premier ministre. En tout cas, 3e Premier ministre en un an. En remplacement de François Bayrou. Il a 39 ans, il est le 3e plus jeune Premier ministre après Gabriel Attal, qui lui avait 34 ans quand il avait pris ses fonctions en janvier 2024, et Laurent Fabius, 37 ans, en juillet 84. Ça ne nous rajeunit pas. Ce nouveau Premier ministre, on en attend des réformes, enfin, Damien Charlet? On en attend des réformes, sans doute. Il va essayer de faire passer un budget. Il a dit le fond et la forme, tout va changer. Oui, alors ça, on verra dans le détail, mais pour l'instant, je pense que ce qu'attendent les marchés et ce qu'attendent les électeurs et tous ceux qui participent à la vie économique, c'est qu'on ait un budget. Et par rapport, évidemment, à l'objectif précédent qui était de réduire le déficit budgétaire à 4,6, bon, je crois que les marchés y croyaient plus déjà depuis un certain temps, donc on n'est même plus sur un objectif de 4,6% de déficit, mais on sait que le nouveau Premier ministre va devoir faire des concessions et que l'objectif de déficit public sera plutôt de l'ordre peut-être de 5, 5,1. Donc un déficit public en légère réduction. Certains disent qu'il pourrait satisfaire la Commission européenne, à voir, parce que c'est quand même une réduction qui est relativement limitée, mais c'est une réduction quand même, avec évidemment l'objectif de rassembler, de ne pas être censuré. Alors de ce point de vue-là, il a quelques avantages. Oui, lesquels? Comme vous l'avez dit, il est jeune, donc il a une cote de popularité qui n'est pas trop dégradée, surtout qu'il a encore l'image du ministre des Armées qui a réussi à faire passer un certain nombre de réformes, même si effectivement c'était dans une période où, de toute façon, on avait besoin de renforcer. Donc c'était facile. En tout cas, il a réussi à faire passer. Il a laissé une bonne trace, en tout cas. Voilà, exactement. Pour l'instant, il a laissé une bonne image. Donc sa cote de désamour, j'allais dire, parce maintenant on parle de cote de désamour et non pas de cote de confiance. De popularité. Sa cote de désamour. Comme les gens ne connaissent pas bien, finalement, sa cote de désamour, elle n'est pas trop élevée. Et la deuxième ça va être chose... l'épreuve du feu, d'ailleurs, puisqu'on a... Alors aujourd'hui, on devait avoir une journée d'action. Pour le ministre des Armées, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis la semaine prochaine, une première journée de grève générale. D'ailleurs,
une des interrogations, c'était, vous mentionniez le fait qu'il avait été nommé très très rapidement. Une des réflexions qu'on se faisait, c'était pourquoi le nommer aussi rapidement, juste avant une journée comme celle d'aujourd'hui, plutôt que de éventuellement le nommer juste après pour que certains manifestants aient moins de prise par rapport à la nomination d'un futur Premier ministre. Bon, ça c'est de l'analyse de comptoir, mais ce qui est une de ses forces, à mon Il avis, s'habitue un petit peu. ouais, voilà, il va bien s'habituer, oui. Mais une de ses autres forces qui est souvent mentionnée par les observateurs, c'est qu'il s'était rapproché avec le RN il y a quelques mois en dînant avec Madame Le Pen et avec M. Bardella. Donc il a des relations avec le RN. Les ponts ne sont pas coupés. Et la dernière chose, c'est que le RN n'a pas forcément besoin ni intérêt à faire sauter le gouvernement tout de suite, puisque de toute façon, il n'y aura pas de jugement pour Madame Le Pen avant début 2026, puisque son appel doit commencer début 2026 Voilà, donc pour jugement après. Donc il n'y a pas d'urgence. Négocier en tout cas une non-censure avec cette Exactement. branche-là. Vincent Lecartier, votre vision là justement, bon, des réformes, on n'attend pas forcément des masses. Néanmoins, on voit que, on parlait tout à l'heure, tiens, d'un non-événement en tout cas sur le marché. Bon, le CAC 40 montait gentiment, on est allé jusqu'à 7800 points. C'est un non-événement, on a l'impression, pour les marchés financiers. On le voit sur le marché obligataire français qui se redétend un petit peu. Donc c'est déjà un premier signe. Moi qui m'amuse à regarder assez régulièrement les CDS, autrement dit les primes d'assurance contre le risque de défaut Oui. de tel ou tel pays, ça se redétend sur cette prime d'assurance. Autrement dit, les investisseurs obligataires, pour le moment, n'ont pas l'air de paniquer sur un risque d'emballement de la fiscalité sur les entreprises ou sur les ménages, ou à l'inverse, d'un emballement de la dépense publique. Donc, pour le moment, les investisseurs restent observateurs et attendent d'avoir plus de précisions sur la constitution du gouvernement et sur les pistes de ce qui sera proposé en termes de budget. Pour ce qui est de l'euro-dollar, quasi statu quo, et les seules choses qui donnent l'impression de le faire bouger, c'est plus les statistiques américaines à l'heure actuelle. Oui. Donc on voit bien que pour le moment, il n'y a pas de focus particulier à l'égard de la situation française. Quand on regarde par ailleurs les spreads, donc les écarts de rendement avec l'Italie ou avec l'Allemagne, on est dans une grande stabilité. Donc pour le moment, je pense que c'est vraiment du wait and see. On attend d'avoir un petit peu plus de clarification sur les marchés. Pour ce qui est des actions, quand je regarde les performances du jour, j'ai du mal à discerner celles qui relèvent de la dynamique internationale ou de la dynamique domestique, puisque c'est quand même une des grandes rotations qui a caractérisé le début d'année. Avec les tarifs douaniers, il fallait fuir les valeurs sensibles à l'international et être plutôt exposé aux valeurs domestiques françaises. Avec le retour de l'incertitude politique, il y a eu une rotation dans l'autre sens, donc on fuyait plutôt les valeurs domestiques françaises. Et là, aujourd'hui, quand je regarde les performances respectives à la hausse ou à la baisse, le message n'est pas clair. Donc je pense vraiment que le marché est en mode wait and see. Alors, c'est quand même usant ce climat politique, on l'a vu et les entreprises nous l'ont dit avec la rentrée du MEDEF, c'était à la fin du mois d'août. Il y a quelque chose d'autre qui pourrait être affecté, c'est la croissance à travers la consommation des ménages. Est-ce que ça va pas peser, Wilfried Galland? Est-ce que ça pourrait être, cette confiance, elle pourrait pas être érodée? On voit déjà à travers l'épargne, hein, on épargne massivement en France en ce moment. Oui, fait alors, fourmi. absolument. Alors, on n'a pas en France de problème de consommation. La demande française est à un bon niveau. On a un problème sur l'offre, on n'a pas un problème sur la demande aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on voit effectivement, c'est que on a un certain nombre de décisions d'investissement qui ont été repoussées, hein. Oui. Clairement, les entreprises interrogées à ce sujet nous donnent des indications comme quoi les gros projets d'investissement en particulier sont mis en pause aujourd'hui. Ce qui est véritablement à craindre, c'est que le climat général est un climat d'augmentation de la pression fiscale.
Et c'est ça, en fait, que les entreprises craignent. Moi, j'entends beaucoup parler de stabilité, instabilité. Quand on commence à avoir l'argument de la stabilité qui vient, c'est souvent le voile de lâcheté derrière lequel on se cache. La question n'est pas de la stabilité ou de l'instabilité. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir en France un climat qui soit pro-business, qui soit favorable à la création de richesses, qui soit favorable à la prospérité partagée, et non pas à une pression fiscale toujours plus forte. C'est-à-dire, Et est-ce que les règles finalement n'ont pas changé pour que ce soit en France pour ceux qui investissent en France et même pour les investisseurs étrangers, en se disant, ben voilà, la France finalement n'est pas très fiable. On avait cette parenthèse un petit peu dorée où c'était quand même tout à fait. pro-business avec l'arrivée de Macron et un petit peu plus. Là, ça pourrait peut-être être mis en cause parce que l'État a besoin d'argent. Alors il y a ça et le fait également que ça vient se cumuler avec un mouvement général de suspicion vis-à-vis des investissements étrangers en France, avec un contrôle beaucoup plus fort, hein. Quand on interroge des milieux économiques qui sont en contact régulier avec Bercy, on voit que les demandes qui sont faites à Bercy sont traitées soit de façon de plus en plus stricte, soit de façon de plus en plus lente. Ce qui revient en fait au même puisque dans ces domaines d'investissement étranger, contrairement à d'autres domaines dans l'administration, la non-réponse vaut refus. Oui. Il faut savoir que quand vous demandez une autorisation à Bercy pour avoir un investissement en France de la part d'entreprises étrangères, si Bercy ne répond pas dans les délais prévus, ça veut dire que c'est refus implicite. Et donc il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui en France sur ces sujets-là. Donc il faut qu'on arrive à lever ces obstacles. Et c'est ça que regardent les milieux économiques. La nomination pour ça de Sébastien Lecornu est plutôt un bon signal, parce qu'il a une réputation d'être quelqu'un de pragmatique et à l'écoute. En plus, il connaît visiblement tous les champs de l'armée française, et ça, visiblement, c'est quelque chose qui est très apprécié par Ouais, les c'est milieux. le grand- Oui, voilà, exactement, ça lui vient de son grand-père, et donc on sait qu'on va apprendre énormément de choses là-dessus. Mais au-delà de la blague, c'est effectivement très important d'avoir quelqu'un qui peut-être sera capable de déverrouiller un certain nombre de choses sans agiter des chiffons rouges sur justement les cadeaux faits aux entreprises, aux plus riches, etc. Donc essayer de déverrouiller un certain nombre de choses. Il a réussi à le faire dans le domaine de la défense. Dans le domaine de la défense, ce qu'on dit de Sébastien Lecornu, c'est que il a des moyens qui étaient limités, mais au moins avec ces moyens-là, il a fait des choses qui fonctionnent. Et les armées étrangères qui utilisent les armes françaises disent qu'en fait ça fonctionne. Il n'y en a peut-être pas assez, Il mais y a moins de budget, mais ça fonctionne bien. voilà, C'est ce qu'il dit. mais ça fonctionne Et correctement. Exactement. il y a eu une petite rallonge quand même de 7 milliards. Bon, Voilà, c'est donc, vrai que- donc on va attendre de voir comment ça va se dérouler, mais il faut effectivement qu'on déverrouille un certain nombre de choses. Ouais, on a entendu le mot pression fiscale. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment que ça risque de changer. Damien Charlet, c'est ce que redoute l'homme de la rue comme les investisseurs, cette modification de la fiscalité. Bah, l'investisseur, il redoute surtout une augmentation de la pression fiscale des entreprises qui pourrait éventuellement faire baisser les bénéfices prévisionnels, parce que la bourse fonctionne par prévision de bénéfices. Donc après, la pression fiscale individuelle, j'allais dire, elle va enfin, a priori, elle concernera surtout les très très hauts revenus. Donc c'est pas forcément eux qui changeront le niveau de consommation, le niveau de croissance, c'est peut-être eux qui changeront le niveau d'investissement, ce qui est un autre problème. Mais là, c'est difficile d'avoir une vision assez claire sur est-ce que le supplément de pression fiscale va provoquer un exode des patrimoines. Et si exode il y a, de toute façon, il faudra qu'ils payent avant de partir. Donc, non, je ne suis pas convaincu que ce soit la pression fiscale que les marchés craignent, parce que aujourd'hui, les scénarios, c'est que de toute façon, la pression fiscale sur les entreprises va rester élevée encore une année de plus, avec des niveaux d'impôts ou avec des taxes exceptionnelles, enfin qui sont supposées être exceptionnelles. Maintenant, on prend des pincettes pour dire ce genre de choses. Oui. Donc ça, c'est déjà dans le scénario. Ce que le marché craint toujours, c'est cette instabilité et le spectre qui fait extrêmement peur, c'est le spectre d'une instabilité qui provoquerait la montée en puissance de partis qui, là, pour le coup, seraient beaucoup plus dangereux pour l'économie. Ouais. On n'en est pas là, mais... Des mesures plus drastiques, on va dire. Oui, voilà, exactement. Et après, juste un dernier mot, c'est que, bon, là, on est toujours assez pessimiste et on parle beaucoup de la France parce qu'on baigne dedans. Mais la France est quand même dans un contexte européen qui ne va pas si mal que ça. On rentrera dans les détails si vous le souhaitez, mais globalement, l'économie européenne, elle est quand même relativement solide. Le marché de l'emploi est bon. Avec la revanche, effectivement, des PIGS ou les pays du Club Med qui cartonnent en ce moment, que ce soit la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Ouais, donc des économies qui sont peut-être pas aussi puissantes, mais qui tirent quand même le bateau Europe.
l'Allemagne qui a ce grand plan de relance, et finalement, au milieu, j'ai l'impression, passagers embarqués, peut-être des fois clandestins, la France qui, c'est vrai, peine à faire ses réformes. J'ai une question pour vous, Vincent Cartier. Est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui risquent d'être plus affectés par cette période un petit peu de flottement politique, parce que sur l'énergie, sur le logement, sur l'industrie, sur la finance? Ah oui, justement, c'est ça, c'est un des sujets, c'est ce qui a expliqué la rotation récente, c'est que les financières, l'immobilier, les services collectifs sont extrêmement dépendants de l'activité domestique française. Donc ce sont eux, en cas de hausse de fiscalité, qui seraient les plus pénalisés. Et à l'inverse, des secteurs comme la santé, par exemple, en sont quasiment exonérés parce que l'essentiel de l'activité se fait à l'international. Globalement, quand on regarde le CAC 40, que ça soit chiffre d'affaires ou bénéfice, Oui. il n'y a grosso modo qu'un quart de l'activité qui est domestique. Le reste est réalisé à l'international. Ce qui veut dire que quand bien même on aurait un durcissement de fiscalité, globalement, le CAC 40, en tout cas, n'en serait pas trop affecté. La plupart des sociétés du CAC 40 n'en seraient pas trop affectées. Par contre, quand on regarde le SBF 120, donc quand on descend un petit peu dans les capitalisations, là, effectivement, on risque d'avoir une plus grande pénalité à l'encontre de ces sociétés. Et c'est encore plus vrai pour les petites et moyennes capitalisations françaises. Ouais, pénalité pour les entreprises locales. On va voir ça dans un instant. Mais tout d'abord, messieurs, on ouvre notre page États-Unis avec voilà, des chiffres sur l'emploi qui sont pas fameux. Alors, comme le précédent directeur, le grand patron des chiffres, a déjà été viré, même si les chiffres sont mauvais, là, Donald Trump s'est réfréné. Avec cette question un peu provocatrice, Wilfried Galland, est-ce que les États-Unis sont déjà en récession? Est-ce qu'il y a des craintes de ce côté-là? En fait, la problématique, ce qui fait craindre aux milieux économiques ce genre de scénario, c'est que la problématique des récessions, on sait qu'on est en récession à peu près 6 mois après que la récession soit effectivement déclenchée. Et donc, tout le jeu, c'est d'essayer d'avoir les indicateurs qui essaient de montrer véritablement en instantané quel est le climat économique des affaires. Ce qui est pas évident avec, pardonnez-moi, ces révisions en fait, qui paraissent un petit peu ubuesques, alors sans avoir des prévisions à la chinoise là qui sortent avant d'être publiées, mais là, on a l'impression que c'est remis en cause, mais drastiquement. On était encore hier à 911 000, le chiffre a été révisé de 911 000, près d'1 million d'emplois en moins. Absolument. Alors alors déjà, il y a deux bémols à ça, hein. Le premier, c'est que les indicateurs d'emploi sont parmi les indicateurs les plus retardés sur la conjoncture économique. Donc, c'est pas comme ça que vous savez que vous êtes en récession. Le deuxième, c'est que quand vous voyez le processus qui a abouti à ces révisions, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres au mois le mois sont issus de deux enquêtes. Une enquête vis-à-vis des entreprises et une enquête vis-à-vis des ménages. L'enquête vis-à-vis des ménages, ça vous donne le taux de chômage. L'enquête vis-à-vis des entreprises, ça vous donne le nombre d'emplois créés. Donc, vous appelez les entreprises et vous dites, vous avez créé combien d'emplois nets ce mois-ci? Et vous agrégez tout ça avec deux sujets. Le premier, c'est que en fait, vous avez 60% maintenant des entreprises qui répondent. Avant, vous en aviez plus de 90% avant le Covid. Ouais. Donc, vous avez un sujet statistique. Et le deuxième, c'est qu'en fait, c'est juste du déclaratif. Et donc, un an plus tard, effectivement, vous envoyez des documents aux entreprises en disant est-ce que vous pouvez me détailler, employé par employé, ceux qui sont arrivés et ceux qui sont partis. Le problème, c'est que si vous faites ça quand vous êtes une entreprise, vous êtes obligé de dire à chaque employé quel est son numéro de sécurité sociale. Et il y a des employés qui sont arrivés et d'autres qui sont partis, qui n'avaient pas de numéro de sécurité sociale. C'est ce que je veux dire aux États-Unis. Donc c'est pas à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas très fiable. C'est-à-dire qu'en fait, il y en avait, c'était issu de l'immigration clandestine, et donc vous n'avez pas du tout envie de dire, vous préférez vous dire, oh là là, je me suis trompé en fait. Il y a beaucoup moins d'emplois qui ont été créés. Non, je me suis trompé en fait. Voilà. Donc là-dessus, je trouve que c'est pas très très significatif. En revanche, ce qui est significatif, c'est qu'effectivement, vous avez des instituts comme le New Bureau of Economic Research, qui est un institut non lucratif en fait, qui essaie d'agréger un certain nombre de données tous les mois pour voir quels sont les secteurs qui sont en récession, quels sont les secteurs qui sont en expansion, et quels sont les chiffres qui indiquent des récessions, quels sont les chiffres qui indiquent des récessions. Qu'est-ce que ça dit ? Et là, en fait, ça montre qu'effectivement, vous avez à peu près 2/3 des États-Unis qui sont déjà en récession. Et qu'en fait, les États qui tiennent aujourd'hui, c'est la Floride, le Texas et la Californie. Et la Floride, le Texas, la Californie et New York.
Et donc, géographiquement, Je concentre les grandes sociétés. exactement. Donc, géographiquement, on voit qu'en fait, on commence à avoir des secteurs géographiques qui sont fragilisés. On voit également que vous avez des secteurs qui sont des secteurs industriels qui sont en forte décélération aujourd'hui. Juste un dernier point. Quand vous regardez le nombre d'emplois qui ont été créés depuis l'investiture de Donald Trump, aux États-Unis, vous êtes à peu près sur 600 000 créations nettes d'emplois depuis l'investiture. Sur ces 600 000, vous en avez plus de 500 000, c'est juste le secteur de la santé. Tout le reste de l'économie n'a créé que 100 000 emplois en l'espace de 7 mois. C'est pas grand-chose. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on est sur une ligne de crête. Les marchés apprécient aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore en récession officiellement, donc tout va bien. Et en plus, on va baisser les taux. Il ne faut pas qu'on baisse, donc les risques sont là quand même. En tout cas, Damien Charlet, ça donne du grain à moudre à Jerome Powell. Les marchés sont maintenant à 100% pour une prochaine baisse de taux, une première baisse de taux la semaine prochaine, 16 septembre, ça veut dire 17 septembre. Reste à savoir si ça va être 25 points ou est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à 50 points de baisse de taux. Il ferait plaisir en tout cas au président. Oui, il a encore dit aujourd'hui qu'il fallait qu'il baisse beaucoup. Massivement. Voilà. Donc, mais alors, le chiffre d'inflation de la production aujourd'hui le conforte quand même dans sa position parce qu'il va pouvoir baisser les taux d'intérêt. Enfin, à moins que demain il y ait des chiffres d'inflation qui soient très importants et qui surprennent à la hausse, sachant que les chiffres de demain sont déjà entendus en légère hausse par rapport au mois précédent. Mais il est dans une situation relativement confortable pour baisser les taux et effectivement il y a un large consensus pour dire qu'il va baisser ses taux. Pour l'instant, le consensus est quand même très très concentré sur 25 BP et non pas sur 50. Alors, est-ce qu'il a intérêt à en faire 50 tout de suite? C'est quand même pas évident. De toute façon, il n'a pas besoin de sauver sa place parce que dans 6 mois, il sera obligé de la rendre. Et il a tenu jusqu'à présent, donc c'est pas sous la pression de Donald Trump qu'il va baisser de 50. Ouais. Donc honnêtement, je vois Wilfried qui acquiesce, mais je pense pas qu'il ait d'intérêt à faire 50 BP. Ça sert à rien de se précipiter. Là, pour l'instant, ça va être un mouvement qui va juste montrer une tendance et qui psychologiquement va être favorable aux acteurs économiques ou aux investisseurs. Mais a priori, ça devrait rester 25 BP. Bon, maintenant, c'est déjà bien pricé du coup. Oui, c'est plutôt bien pricé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un certain nombre, que si on regarde les marchés américains, on se dit que ça pourrait plafonner un petit peu quand même parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont pricées. Vendre effectivement la nouvelle, comme on dit, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Oui. Juste, Vincent Lecartier, on a l'impression qu'alors si c'est pas Jérôme Powell, c'est quand même le prochain président. Il va être un peu pris, on se dit, entre le marteau et l'enclume. D'un côté, c'est vrai, un emploi qui patine un peu, donc en faveur de la baisse et de soutenir l'emploi, mais une inflation qui pourrait avoir été retardée et qui pourrait apparaître de manière plus significative dans les prochains mois. Oui, de toute façon, on sait très bien qu'avec les tarifs douaniers et un dollar qui a baissé face à pas mal de devises, on sait très bien qu'il y a un risque d'inflation importée aux États-Unis et qu'effectivement, le fait que beaucoup de sociétés aient constitué de façon préventive des stocks pour éviter d'être pénalisées par ces augmentations de taxes douanières, les stocks au fur et à mesure sont écoulés, ce qui veut dire qu'il faut renouveler les produits et cette fois-ci les renouveler avec des tarifs qui sont augmentés. Donc il est assez clair que les entreprises vont subir de plus en plus la pression tarifaire et essayer de la reporter sur le ménage ou sur l'acheteur final. Ouais. Donc il est assez clair pour moi que la partie inflationniste risque de déraper encore un petit peu d'ici la fin de l'année. Par contre, est-ce qu'il y aura une spirale inflationniste qui va se mettre en place avec un risque de dérapage à 5, 6, 7% d'inflation? Ça me semble pour le moment complètement exclu. Ouais. Le rythme de consommation est pas, et la qualité du pouvoir d'achat des ménages n'est pas assez forte pour pouvoir se permettre de tout répercuter sur les ménages. Ce qui veut dire que la question qui se pose, c'est celle des marges. Et ça, les marges, on le verra au moment des les prochaines publications de résultats, de savoir si effectivement on a une pression de ce côté-là qui se fait. Donc en clair, une cote américaine qui est peut-être un petit peu survalorisée, à part certains secteurs hypertoniques, qui est peut-être un peu survalorisée.
parce que n'ayant pas forcément le pricing power nécessaire pour retransmettre tout ça au client final. Ouais, en tout cas, dernière révision des taux, c'était plutôt très bon. Alors évidemment, toujours les 7 magnifiques avec des bénéfices par action assez incroyables. Les 493 autres, c'était pas tout si mauvais non plus. En tout cas, vous l'avez dit, ça se concentre sur certains secteurs. On fait quand même cette parenthèse sur le titre Oracle hier, qui a annoncé des résultats. C'était après la clôture, qui montait hors clôture, enfin après la clôture de 30% et qui a bondi de 40% à l'ouverture. Vincent Lecartier, ce qui est étonnant, c'est quand on parle d'Oracle, c'est pas la penny stock qui a pris 40%, c'est déjà une macro cap qui va atteindre du coup aujourd'hui les 900 milliards de dollars et qui pourrait encore doubler son chiffre d'affaires qui atteindrait 144 milliards de dollars à horizon 2030. C'est assez stupéfiant comme trajectoire. On voit que l'intelligence artificielle continue de créer énormément d'activités, d'investissements au pays. Assez clairement, je pense que la croissance américaine, si vous retraitez de tous les investissements qui sont faits dans l'intelligence artificielle, sans dire qu'elle serait nulle, elle serait en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse que ce qu'elle est aujourd'hui. Assez clairement, c'est un thème qui est majeur, qui va rester majeur. On voit bien qu'il n'y a pas de décélération dans les investissements qui sont faits, ce qui veut dire que c'est un marche ou crève pour beaucoup d'entreprises. C'est une marche forcée de leur part. Elles ont bien compris qu'il était indispensable de faire ces investissements parce que si vous ne les faites pas, vous serez mis au rencard par les concurrents qui, eux, les auront faits. Donc à l'évidence, celle-là de dynamique à l'intérieur de la côte américaine, je pense qu'elle va perdurer. La grande question, en fait, c'est de savoir derrière comment est-ce que les entreprises qui font tous ces investissements auront un retour sur investissement rapide ou pas. Les quelques retours qu'on peut avoir pour le moment indiquent que au niveau des salariés, vous avez bel et bien une amélioration de la productivité individuelle, mais par contre que les entreprises n'arrivent pas encore à canaliser l'intégralité de ces gains individuels pour transformer ça en augmentation de la production ou gain de productivité au niveau global de l'entreprise. Donc c'est déjà à ce niveau-là qu'il faudra le regarder. Et la deuxième chose, c'est de savoir quelle est la granularité, la redescente qu'il va y avoir au niveau des différents secteurs, à quelle vitesse ça va se faire. Il y aura probablement certains secteurs qui vont avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide que d'autres. Je pense par exemple au secteur de la santé. Il est évident que c'est un des secteurs qui va le plus en profiter, alors même que c'est un des secteurs en bourse qui souffre énormément pour X raisons. De mon point de vue, c'est probablement un des secteurs qui va le plus rapidement en profiter. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression que sur ces 7 magnifiques, en tout cas, qui investissent massivement dans l'IA, c'est malheur aux vaincus. C'est-à-dire, on sent que là, tout le monde injecte des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars et que ça va mal se passer pour celui qui est un petit peu à la traîne. Wilfried Galland. Oui, mais c'est moins clair que ça finalement. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que dans les méga caps tech US, à l'intérieur même de ces méga caps, il y a des rotations. Et qu'en fait, certains profitent à un moment donné d'annonces assez spectaculaires. On a vu Meta à un moment donné, par exemple. Et puis après, c'est Google lorsque l'horizon juridique s'éclaircit légèrement. Ça a été, il ne faut pas l'oublier, depuis un mois Apple, même si c'est une des moins flamboyantes, mais qui depuis un mois et demi avait largement rattrapé en tout cas une partie de son retard. C'est souvent Microsoft. On a une rotation en fait au sein même de cette magnifique parce qu'on ne sait pas, et je rebondis sur ce qu'a dit Vincent, on ne sait pas la forme que va prendre véritablement les progrès matérialisés par l'intelligence artificielle. On sait qu'on a énormément de choses, quand on interroge des entreprises, il y a quand même énormément de choses qui sont à l'étude. Oui. Et on voit qu'on a cet espoir quand même très fort qui est matérialisé par des data centers extraordinaires. Ce qui monte aujourd'hui à Wall Street, à la séance en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour des data centers. C'est pas uniquement d'ailleurs les 7 magnifiques aujourd'hui, c'est pas extraordinaire. C'est tout ce qui est, voilà, exactement, c'est tout ce qui est électricité, c'est effectivement ceux qui bâtissent véritablement l'infrastructure, c'est effectivement tout ce qui est puce. On parle beaucoup d'NVIDIA, Broadcom en fait partie aussi. Donc en fait tout cet écosystème-là,
Et donc, on sait que c'est tout un écosystème qui bouge, et Vincent le soulignait, il y a les études qui commencent à sortir, il y a à peu près 80% de la croissance américaine qui est liée directement à ça. Et donc, comme disait Laetitia Bonaparte, pourvu que ça dure. Voilà. On verra ça. Allez, des macro-caps, on passe aux petites valeurs qui pourraient cette année tirer leur épingle du jeu, en tout cas qui commençaient à entamer une remontada. Damien Charlet, sauf que on a cette politique un peu compliquée qui met un peu des bâtons dans les roues. Où on en est sur les small et mid cap? Est-ce que c'est le moment de s'y réintéresser? Alors, déjà, en Europe, elle surperforme depuis mars-avril, globalement. Bon, avec des hauts et des bas, mais la tendance, c'est qu'elle surperforme déjà depuis plusieurs mois. Effectivement, le cas français est particulier, puisqu'au moment où il y a eu où François Bayrou a annoncé qu'il allait mettre la confiance au vote, le marché français des mid-cap a pris un peu de plomb dans l'aile. Mais sinon, au niveau européen, ça surperforme. Et d'ailleurs, et même au niveau américain, ça surperforme aussi. Mais depuis plus récemment, ça surperforme que depuis le mois d'août. Mais l'idée derrière ça, c'est que d'abord, tout à l'heure, on évoquait le fait que les marchés, ça monte avec les BPA. Bénéfices par action. Avec les bénéfices par action, bien sûr, pardon. Et là, en l'occurrence, les bénéfices par action des entreprises petites et moyennes devraient être plus dynamiques l'année prochaine que celles des grandes valeurs, avec des bénéfices qui sont attendus en hausse de 15-20%. Donc ça pourrait être une belle année, sachant que ça fait quelques années que les bénéfices sont stables ou en tout cas très mous. Et ça, dans un contexte où les valorisations qui, historiquement, en moyenne, offraient une prime de valorisation aux mid et small pour la simple et bonne raison qu'elles avaient plus de croissance que les grandes. Alors cette prime, elle atteignait une vingtaine de pourcents en PE. Aujourd'hui, on est sur des décotes de 10 à 15%. Donc, ça illustre et ça traduit la très forte sous-performance depuis 3-4 ans. Et parmi les éléments qui peuvent être favorables aussi, c'est que les small caps sont sensibles à l'économie locale, ça c'est clair. Donc s'il y a une récession en zone euro, ce qui n'est pas du tout notre scénario, ça ne sera pas un bon investissement. En revanche, si l'économie européenne tient, elles seront plutôt favorisées parce que justement, avec un euro fort, elles ne sont pas pénalisées par la hausse de l'euro comme peuvent l'être les exportateurs. Et d'ailleurs, on a bien vu que les bénéfices des exportateurs sont revus à la baisse à cause de la force de l'euro. Ce n'est pas le cas des mid et des small. Il y a une dynamique de flux qui commence à revenir. Donc là aussi, c'est des valeurs qui ont été critiquées parce qu'elles ne sont pas suffisamment liquides. Donc quand il y a des flux négatifs, ça pèse encore plus sur leur performance. Aujourd'hui, ces flux ils s'inversent. Donc on a beaucoup d'éléments qui pourraient être favorables au mid et au small. Maintenant, ça fait 6 mois que ça dure, donc c'est plus qu'un faux départ, maintenant, j'allais dire. Donc on peut avoir effectivement bon espoir que les institutionnels prennent un peu le relais des investisseurs particuliers, parce que pour l'instant, ça a été quand même beaucoup nourri par des flux d'investisseurs particuliers et moins par les institutionnels. On commence à en voir un peu, mais c'est encore assez précoce. Donc il y a de la place, il y a des raisons fondamentales. Oui, on y croit et on en met de plus en plus dans nos allocations. Oui. On va profiter d'avoir un responsable de l'allocation d'actifs avec Vincent Lecartier chez WeSave. Qu'est-ce qu'on fait justement en termes d'allocation d'actifs, Vincent, pour cette rentrée? Est-ce qu'elle a bougé par rapport aux incertitudes peut-être qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis, ou qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Non, je pense que nous, on a une allocation assez classique, c'est-à-dire toujours très exposée aux États-Unis, en particulier sur la techno. Comme la plupart des gens, on a eu un peu de prudence à l'égard du dollar, donc on a couvert une partie des expositions de ce point de vue. Pour ce qui est des émergents, nous, on est plutôt sur la Chine que sur autre chose, parce qu'on reste convaincu que la dynamique de redécouverte de la techno chinoise n'est pas achevée. Donc on est vraiment, nous, sur le Hang Seng et non pas sur les valeurs domestiques chinoises. En Europe, moi je suis assez convaincu que les investissements allemands vont se faire, mais que ça va être lent, laborieux, et qu'il ne faut surtout pas surestimer le potentiel de croissance de l'Europe et la probabilité que ça s'écoule vers les pays voisins. Je pense que ça va être plus difficile que ce qu'on peut imaginer. Pour autant, ce n'est pas une mauvaise croissance, et la croissance mondiale
reste satisfaisante, avec un niveau de soutien budgétaire qui reste fort et qui va rester très fort pendant les prochaines années, et avec des banques centrales qui soit ont déjà fait une partie du boulot au niveau des baisses de taux, soit qui pourraient éventuellement essayer d'aider les États au travers d'une reprise du quantitative easing, ou en tout cas arrêter de faire du quantitative tightening comme elles le font à l'heure actuelle. Donc un contexte de coût du financement qui reste plutôt favorable, des soutiens budgétaires. Donc je pense que l'agressivité continue de payer. Et au niveau des obligations, je pense que c'est assez clair que ce sont les États qui font le gros de l'effort financier sur les prochaines années. Autrement dit, il vaut mieux privilégier les obligations d'entreprise, puisque les États, par leur soutien budgétaire et les banques centrales, en baissant les taux d'intérêt, Oui. ont plutôt tendance à créer un contexte favorable pour les entreprises et pour leur croissance. Ça veut dire que le risque de défaut de paiement des entreprises est faible, donc privilégier plutôt les obligations d'entreprise plutôt que les obligations des États. Le crédit, donc, plutôt que les obligations d'État. Exactement. On profite également d'avoir un stratégiste sur le plateau, Wilfried Galland. Allocation modifiée, comment on réarbitre là en cette rentrée? Alors, nous, ce qu'on aime bien comme classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui, là aussi, on parlait de la remontada des mid-small. On aime bien les mid-small européennes. Mais on s'est pas mal battu, et là, ça a payé pas mal cette année. On espère que ça va continuer à payer très fort. Ce sont les obligations convertibles, qui avaient vécu véritablement une période très difficile et un délaissement total dans ces 2 dernières années, et qui, voilà, que ce soit sur les obligations convertibles européennes ou les obligations convertibles internationales, montrent véritablement des performances qui sont très bonnes, avec des émissions qui sont quasiment des émissions records, hein, de convertibles, puisque le sujet souvent des convertibles, c'est un marché qui est relativement étroit. Et là, on est sur des émissions records depuis le Covid. En fait, au moment du Covid, on a eu évidemment un shoot d'émissions très fort pour se refinancer un peu en urgence. Et En 2 mots, le principe, l'obligation convertible, on a ce coupon qui est pratiquement garanti sauf accident, Ouais. et on a la possibilité de convertir, c'est-à-dire si le marché action marche bien, on Exactement. peut bénéficier de l'effet booster de l'action. Exactement. C'est est-ce qu'on a une option, et à quel prix est-ce qu'est l'option? En fait, il y a 2 éléments très importants. C'est est-ce qu'on est payé pour attendre? C'est-à-dire, est-ce que les taux sont suffisamment hauts? C'est le cas aujourd'hui. Et est-ce que la prime est suffisamment intéressante pour générer une option intéressante? Et à chaque fois, ça a été le cas, et donc nous, on a mis l'accent là-dessus, y compris dans un fonds daté, hein, convertible. C'est assez rare, et je me permets de le souligner. Donc ça, c'est un problème en termes de classe d'actifs. C'est une classe d'actifs qu'on aime bien. Et ensuite, l'important, c'est effectivement d'avoir une stratégie qui soit adaptée à la situation dans laquelle on est, à savoir à la fois les grandes valeurs technologiques qui continuent à attirer la croissance. Et donc, Oui. il faut être investi là-dessus, hein. Si vous n'êtes pas investi dans les grandes valeurs technologiques, dans la technologie américaine, en fait, vous n'êtes pas présent sur les secteurs qui croissent. Donc, il faut être présent. Et en parallèle, avoir effectivement une allocation sur des grandes valeurs européennes, mais aussi des mid-cap, des small-cap. On est plus mid en ce moment que small, parce qu'il y a peut-être un peu plus d'incertitude encore sur les small-cap, les vraies micro-cap européennes. Mais on voit effectivement un retour de l'appétit pour ces segments. Et Damien le soulignait, quand les investisseurs institutionnels commencent à se réintéresser à cette classe d'actifs, et on commence à avoir de nouveau de l'intérêt, ça montre qu'en fait, on a voilà, le 2e étage de la fusée qui se met en route. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on est très positif. Oui, Damien Charlet, donc small et mid cap, on l'a bien compris. Oui. Il y a sur l'Europe, sur la France, sur l'Allemagne, sur les États-Unis, qu'est-ce que vous regardez en priorité, Mandarine? Écoutez, dans une allocation globale, on est assez d'accord, je crois. On est évidemment très présent sur les États-Unis et sur le segment technologique, parce qu'effectivement, c'est là qu'il y a de la croissance. Après, sur l'Allemagne, sur l'Espagne, c'est du stock picking. Donc là, on n'est plus en train de faire de la macro, mais on est plutôt en train de choisir des valeurs. Et effectivement, ces derniers temps, on a plutôt renforcé. Quand je dis ces derniers temps, c'est depuis 9 mois, on a plutôt renforcé les mid-cap allemandes notamment. Alors c'est encore des mid-cap, mais c'était. Une belle valeur du Mittelstand. Hein. Exactement, ouais. Exactement. Et évidemment, avec les plans d'investissement, même s'ils mettent un peu de temps à arriver, c'était quand même un des segments potentiellement les plus à même d'en bénéficier. Et après, aujourd'hui, on est plutôt un petit peu
sous-investi sur la part action, considérant que le potentiel à très court terme est un peu limité par les valorisations et par ce qui est déjà pris en compte par les marchés, et plutôt agressif sur la partie obligataire, un peu comme le disait Vincent, c'est-à-dire sur des obligations corporate, Ouais. et notamment sur les obligations corporate high yield, parce que comme on n'a pas de scénario de récession, on préfère, et que les taux de défaut sont bas, on va chercher du rendement sur des obligations en rendement qui fournissent du 5%, ce qui est quand même très nettement supérieur à l'inflation. Donc c'est des bons rendements avec un risque qu'on estime aujourd'hui relativement faible. Donc on préfère être peut-être un peu plus agressif en ce moment sur les obligues et un petit peu sous-investi sur la partie action. Voilà. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas ce soir. Voilà, nos experts ont parlé, les allocations, messieurs, dames, voilà maintenant, eh bien, à vous de recomposer peut-être vos portefeuilles avec ces idées. Merci en tout cas à Vincent Lecartier pour WeSave. Merci Vincent à distance. Et Merci puis en Fabrice. plateau, Damien Charlet. Merci Mandarine Gestion, Wilfried Galland. C'est un grand plaisir, comme Merci d'habitude. beaucoup. Merci. Montpensier, Arbebet qui était avec nous. Dans un instant, on continue Smart Bourse et on va s'intéresser pour ce dernier quart d'heure aux gardes du corps financier. À tout de suite.